Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes partis pour ce magazine Presse Club. Aujourd'hui, c'est des grosses pointures que nous allons recevoir sur ce plateau pour analyser l'actualité. Je suis avec Yves Bouya, les tonitruants Yves Bouya, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, je vais bien. J'ai vu que c'est une autre émission. Les rares des fois que j'étais invité sur ce plateau, c'était avec l'ancien confrère devenu président du CESAC, Christian Boussembe. C'était une autre émission, mais j'ai compris que la rédaction vous a confié une autre émission politique. Et je pense que c'est une première pour moi. Et je suis très disposé, ouvert à venir à d'autres rendez-vous. Merci beaucoup, surtout pour votre disponibilité, Yves Bouya. Je suis très permanent pour la République. Très permanent. Très permanent pour la République. Très permanent. Ça, c'est bien dit. De l'autre côté, c'est Fierté Dinanga qui revient pour la deuxième fois. Fierté Dinanga avec une chemise de pouvoir. Bon, c'est un honneur pour moi d'être récupéré pour la deuxième fois. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, nous sommes là pour éclairer la lanterne de ce que nous suivons sur des questions qui sont importantes. Donc, on sera toujours là pour servir la République. Edmond Izouba, il paraît que c'est parmi les stars de la presse du Congo ces derniers temps. Il prend des allures d'un patron. Edmond Izouba, bienvenue. Avec la chemise du pouvoir aussi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on identifie la chemise à quatre poches comme étant une chemise du pouvoir. Bon, peut-être parce que le président l'a assez porté, je dirais même démonétisé, parce que ce n'était pas en vogue dans une certaine période. Et aujourd'hui, vous avez, je ne fais pas la promotion, des chemises comme ça et des vestes que souvent portent les chefs de l'État. Vous le voyez. Bah oui, hein. À l'époque de Mobutu, quand on porte la Bacos, on se dit, voilà, ben c'est Mobutu, mais là, quand on porte cette chemise, voilà, c'est un peu Fachi. C'est du Fachi. Fachi a amené son style, et du coup, la jeunesse a compris que il fallait vite récupérer la chose. Mais il semble que ce sont vraiment des anciens modèles qu'on a juste réchauffés sur le marché. On comprend aussi que Félix Tshisekedi a côtoyé à un certain moment les amis de son père, qui pratiquement apportaient le même type d'habit. Aujourd'hui, tout ce qu'il porte comme chemise, c'est étiqueté FTT, donc ça porte son nom. Merci donc plus tard aussi, nous aurons des chemises étiquetées, pourquoi pas Edmond, et tout ça, avec des commandes. Hein. Ouais, dans l'histoire, on pourra... Mais c'est de l'argent, parce que certainement on parlera aussi de l'économie, c'est de l'argent qu'on pouvait, en fait, nous organiser ici à Kinshasa, créer une maison de confection des habits aussi comme ça, parce que j'ai comme l'impression que tout ce que nous achetons, ça vient de Dubaï, Turquie, la Chine. Or, nous sommes aussi assez matures pour avoir nos propres maisons d'accoutrement. Nous avons des étudiants qui terminent à l'ISAM. Hein, tout à fait. Donc nous avons des usines qui peuvent fabriquer des tissus et tout ça. Très bien. Lui, il n'est pas en chemise du pouvoir. Il a sa cravate d'où Jésus Beledou. C'est l'enfant de mon ami. Ah oui, je rends d'ailleurs hommage à moi, je l'appelais vieux frère. Le vieux frère. Le vieux Beledou, paix à son âme. C'est un grand plaisir pour moi d'être compté parmi les éminents confrères et vous-même d'ailleurs sur ce plateau. Vous étiez malade, on vous a dit, là, vous avez retrouvé votre santé. Un petit malaise de santé, ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Tout va bien, tout va très bien. J'ai été pour la dernière fois sur ce plateau avec Boussembe. Le président du CESAC. Du CESAC. Effectivement. Vous savez, Chibassou, moi je suis vacciné contre l'opportunisme. C'est ça. Moi je suis un bon citoyen qui fait l'apologie de la méritocratie. Et j'observais les événements du 3 mai lors de la journée internationale à la liberté de la presse, tel que cela a été célébré ici à Kinshasa en RDC. Et ce qui m'a plu le plus, c'est le fait de voir de jeunes que nous sommes occuper des postes de responsabilité, prendre à bras le corps le métier, la profession du journalisme. J'ai vu un discours d'un Patrick Mouyaya qui est un confrère,
Et on l'a vu son parcours, CBS, etc., comment il a émergé. Aujourd'hui, c'est un ministre qui fait la fierté. Un produit d'Elifacic, un jeune. Yeah. J'ai vu le président d'un corps, Christian Bossembe. Et au-delà de tout ceci, j'aimerais quand même épingler ici qu'il y a beaucoup d'autres journalistes, des confrères à nous qui ont été élevés au rang de responsables par une ordonnance présidentielle. Je fais allusion à Kabongo, par exemple. Serge Kabongo, je fais allusion à Jean Médard Liosso, Bruno Molisson, Mimi Ngumba. Je fais allusion à Diony Kaninda, qui a été élevé au rang d'administrateur à la RTNC, y compris puis Gérard Elenga. Pour moi, c'est une phase décisive de l'histoire de la presse ou de la presse en RDC, parce que l'histoire retiendra que les aînés ont passé les flambeaux aux jeunes. Jadis, lorsqu'on parlait de ce grand métier de chef des corps, on voyait beaucoup plus nos aînés, d'ailleurs à qui nous avons beaucoup de respect. On voyait les Kibambi Chintois, etc. Mais aujourd'hui, on voit quand même ce jeune qui sont compétents et qui méritent ce poste-là, et il faut les souligner sur un stylo rouge. C'est grâce à Félix Tshisekedi, et ça c'est un honneur. On a inscrit ça sur les annales d'or d'ailleurs de l'histoire de la RDC, et je crois que ça restera indélébile, et ça il faut le reconnaître. D'où Jésus Belodou, à vous attendre parler, on a l'intention d'écouter le vieux frère qui parle, c'est très bien. Alors, Yves Bouya, libre opinion, vous avez la liberté d'aborder une actualité de votre choix. Ben moi, l'actualité, vous avez 5 minutes. C'est ce qui se passe, je les suis de près au niveau de la présidence. Je venais de suivre mon frère et ami Jésus Belodou, qui des fois a du mal des fois à balayer mes argumentaires, des fois qu'on se retrouve sur un plateau. Et je pense que je les mettrai aussi en difficulté aujourd'hui par ce qui se passe au niveau de la présidence. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'apporte ici un très grand soutien à aussi un ami, Freddy Noël Chioyo. Vous savez ce qui lui est arrivé. Nous sommes réveillés un bon matin, nous avons lu une missive du directeur des cabinets du président de la République, M. Guilain Niembo, remerciant certains journalistes accrédités à la présidence, qui ont pendant longtemps travaillé dans la cellule de communication de la présidence, mais malheureusement, ils ont été tous remerciés. Au total, plus d'une trentaine. Et moi, ce qui m'a plus attristé, c'est de voir Freddy Noël Chioyo, un éminent journaliste qui défendait très bien les régimes, même pendant la campagne du président de la République, Edmond Lessé, ils ont été il avec... a fait l'intérieur du pays avec le président. Pendant plus d'un mois et demi dans les bourses, Edmond Izouba, les Jeff Caleb Obiang, ils ont été à la pendant la campagne du président de la République. Le président de la République élu, il y est resté pendant quelques jours. Et puis après, il a connu des petits problèmes. Des petits problèmes, il était aussi mis de côté. C'est après, grâce à l'implication, j'ai pu le dire ici, de Vital Kamerhe, qui était encore directeur des cabinets du président de la République, qui a imposé Freddy Noël Chioyo dans la cellule de communication de la présidence. D'abord sous Abraham Lwakabwanga. Lwakabwanga expédié pour des raisons que nous connaissons, que je refuse d'étaler sur ces plateaux. Il s'est fait remplacer par Éric Nidou. Éric Nidou qui arrive, je sais qu'on a ramassé d'où, dans quel métro de Paris et de Bruxelles, qui n'a jamais fait preuve de son expertise au niveau de la capitale. Il n'a aucune maîtrise de la réalité de la profession, des situations que vivent les journalistes congolais. Il vient, il t'expédie plus de 30 journalistes au niveau de la présidence. Et ça, moi, j'ai très mal digéré cela. Je me suis dit, mais ça, c'est être cynique. À l'idée où on a une personne comme Freddy Chioyo qui a travaillé, qui accompagne le président de la République. Le président de la République arrive, il s'installe, il a commencé, il faisait même les contrepoids dans ses publications pour essayer, tenter de booster la communication du président de la République. Mais moi, à ma grande surprise, je vois, on les met dehors, pour moi, j'ai trouvé que c'était très injuste. Injuste, non pas injuste, cynique. Cynique. Très cynique de la part de ces cabinets du président de la République. Donc,
J'ai vu le tweet d'Edmond Zouba en train de parler de l'humanisme. Est-ce que l'humanisme existe vraiment réellement dans cette cellule de communication? De quoi on les accuse pour les mettre de côté comme ça? On le met de côté. J'apprends des sources pour qu'ils soient remplacés par qui? Par ces Diassa. Vous savez Diassa. La diaspora. Oui, moi j'ai pas dit la diaspora. La Diassa. C'est quoi la Diassa? La Diassa, c'est la diaspora. Donc Nindo, j'apprends d'après mes sources, il met de côté Chioyo et certains confrères pour les remplacer par ses amis, ses copains qui vivent en Europe, qui doivent faire le déplacement de Bruxelles, de Paris pour Kinshasa. Mais ça coûte très cher à la République. Écoute, ça coûte très cher à la République. Ils doivent être pris en charge par les trésors publics. Encore, c'est assez demandé s'ils ont l'expertise. L'expertise, Chibassou, c'est pas les Français de ces gamins français belges qui nous parlent les Français ici, qui disent tu vois, je vais manger le beefsteak, les milkshakes, non. C'est pas ça l'expertise. L'expertise, il faut vendre l'image du président de la République. C'est pas ces gamins qu'on va recruter qui traversent les métros Paris-Bruxelles, qui vous parlent tu vois, tu connais, moi je suis, vois les Français l'accentuer, je suis. Mais quand on leur place dans un endroit pour travailler, ils ne travaillent pas. Alors, la seule planche de salut d'Éric Ninou, il s'était créé un protectionnisme autour de ses confrères qu'il avait trouvés autour de lui, qui travaillaient dans les rédactions au niveau de Kinshasa et qui ont été affectés, accrédités au niveau de la cellule de communication. Donc, c'était ça sa force. Donc, ça son mettre de côté ces journalistes, c'est créer une sorte de fissure entre... Non, déjà qu'il ne connaît pas les réalités. Il n'a aucune proximité avec la presse de Kinshasa, Éric Ninou. Il n'en a pas. C'est à se demander s'il fait encore bien ses boulots. Si vous demandez à quelques journalistes de Kinshasa, quelles sont vos relations avec Éric Ninou, on ne le connaît même pas. On le voit peut-être à la télé, sauf les rares des fois que le président de la République s'en fiche à public. Il n'a jamais discuté avec nous. J'apprends des fois, c'est un peu dans certains forums de la présidence où il émet ses avis. Mais il a déjà parlé, fait une communication pour le président de la République. Non, sa seule force, c'était ces journalistes qui travaillaient ici très bien autour de lui. Et mettre de côté ces journalistes, je pense qu'il a fait force route. Bien qu'il tente de se justifier, ce n'est pas lui, c'est le directeur des cabinets du président de la République. Non, c'est lui le patron de la communication. C'est lui le directeur de la presse. Si on expédie les journalistes au niveau de la présidence, je pense qu'il a agi et c'était sur ses instructions. Merci beaucoup. C'était ça, c'était là votre libre opinion. Cette fois-ci, je vais accorder la parole à Fierté Dinanga, libre opinion. Merci beaucoup, mais mon opinion va dans le même sens que mon ami Yves Bouya. Je crois que ce qui s'est passé, il faudrait faire la part des choses. Il y a une réalité qui était liée à la réduction de l'effectif du personnel de la présidence. Et quand cela... Non seulement les journalistes. J'en arrive. Quand même que cela est arrivé, il y avait une matière à réflexion. Donc ça veut dire qu'il fallait savoir les compétences qui accompagneraient la mission de la communication du président de la République. Chose qui n'avait pas été faite. Donc... par conséquent, je comprends que les gens qui sont venus de l'Europe, la plupart qui accompagnent les chefs de l'État ne l'ont pas rendu la tâche facile. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont profité pour pouvoir remplacer leurs amis, leurs copines, les relations à la place de la compétence. Je crois que les personnes qui sont citées, qui ont été limogées, sont des personnes très, très compétentes. Si j'en parle comme ça, parce que j'en suis victime, moi aussi. Vous aussi? Oui, j'en parle clairement. Je dis j'en suis victime. J'ai travaillé avec la conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Chantal Yelou. Il ne faut pas se faire justice. Non, je ne me fais pas justice. Ce sont des faits qui sont sacrés devant lesquels on doit s'incliner. Donc, on nous parle de la réduction de cet effectif. Nous avons compris, ça passe de la coordination, du conseil à la coordination. On réduit l'effectif, mais du coup, 10 personnes partent sans justification, sans notification. Donc, le Code du travail et la dernière circulaire du directeur de cabinet disait ou dit que si, avant de déconnecter quelqu'un, il faut les notifier. Et la notification suit les indemnités de sortie. Malheureusement, vous partez et ces microcosmes ne tiennent même pas compte que vous avez des familles, vous avez des gens à nourrir et qu'il y a toute une ribambelle de personnes qui vous regardent, qui vous tendent la main tout le jour. Non, mais vous êtes parti, on vous dit que le travail est fini. Non, c'est cruel. Ça veut dire qu'au regard de toutes ces personnes qui quittent l'Europe pour venir ici, suite peut-être aux accointances et relations,
Ça, nous l'avons constaté depuis la nuit des temps, que le président Félix Tshisekedi a commencé, que ces gens n'ont pas rendu la tâche facile au chef de l'État. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. S'ils continuent sur cette lancée, cette lignée, je crois qu'il y aura des langues qui se délieraient le jour qui vont venir pour nous dire que la communication du chef de l'État ne marche pas. Mais si elle ne marche pas, c'est pourquoi? C'est parce que la crème qui comprenait le fonctionnement de cette sphère a été rejetée sans raison. Et ceux qui sont venus n'ont pas qualité, ils ne comprennent même pas la situation communicationnelle du Congo, ils ne savent même pas s'adapter, ils sont là pour les enveloppes, pour les primes et leurs salaires. Je crois que c'est une situation qui doit toucher le président de la République et qu'il doit nécessairement regarder avec une préoccupation de l'équilibre. C'était votre point de vue. Alors, Edmond Izouba, libre opinion. Oui, merci beaucoup. En fait, ce qui est là, c'est vraiment... Vous revenez sur la même... Oui, moi, je préfère, hein, parce que j'ai pas de biscuits, j'ai pas des biscuits assez particuliers aujourd'hui. Je voulais vraiment compatir avec mon ami, Freddy Thieu, avec qui nous avons risqué nos vies. Risqué vos vies. Oui, pendant la campagne électorale, nous avons accédé dans des zones d'insécurité et nous avons sillonné... Vous étiez même à Béni. Oui, nous avons sillonné la plupart de ces zones la nuit et il faisait très tard. Et le président lui-même avait compris à un moment. On était obligé de s'arrêter sur la route Ouvira la nuit. En arrivant, on avait arrêté les colonels qui nous avaient accompagnés. Pourquoi? Parce que la route est censée couper à partir de 18h, mais nous l'avons traversée, c'était vers 1h du matin. Alors, au-delà de ça, je pense que Freddy Thieu, parce que les réalités sont nombreuses de cette campagne électorale. Il y a des familles qui ont failli se disloquer. Nous, vraiment, sur le plan économique, nous étions devenus instables parce que on vous prend, vous allez en campagne, vous ne laissez rien. Vous êtes là pendant des jours et des jours. On vous exploite. Il faut souligner qu'à l'époque, c'était un opposant qui battait campagne. Bah, écoutez, mais il y a d'autres opposants qui, par humanisme, ont donné quelque chose aux journalistes. Il y a aussi d'autres opposants qui, par le fait d'être reconnaissants, ils ont compris que ces gens ici ont souffert et ils ont récupéré en termes de récompenses. Ça veut dire que Thieu, quelque part, au-delà de son professionnalisme, parce que dans l'équipe de com, avec le nombre que nous comptions, quand nous voyageons avec l'équipe Fativite, c'était à peine 5 journalistes. À peine 5. Donc, on n'était pas nombreux. Ça dit, pour que nous soyons sélectionnés quelque part, on a tenu compte de certains critères. Et nous étions là, on a fait le travail. Et le travail a payé. Pour d'abord que Thieu accède à la présidence de la République dans cette cellule-là, il a dû, je ne sais pas quoi, mais il a fait beaucoup de courbettes pour qu'il accède. Nous, on n'a pas supporté certains comportements de gens avec qui vous étiez. Ils ont changé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné. Et quand le moment opportun, ils voulaient venir, ils disent non, ni preneur, ni commandeur, restez. C'est comme ça. Mais Thieu, au moins, qui a supporté d'être là, est-ce qu'il était moins professionnel que les autres? Je ne pense pas. Je pense que Thieu est même plus professionnel qu'Éric Nindou. Parce qu'il est là, depuis qu'il est arrivé, il fait un autre travail. Je ne sais pas dans la tête des journalistes pratiquants, parce que lui aussi, il fut journaliste pratiquant, il y a toujours cette confusion entre les travails de presse et les travails de communication. Et surtout, les gens qui n'ont pas fait la communication des organisations. C'est difficile de demander à ces personnes d'élaborer même un plan de communication. Ils ont Donc, il y a la confusion autour de ça, et même dans la pratique de faire. Vous êtes chargé de communication, vous devez coordonner les choses, vous devez organiser la communication. Et la communication, ce n'est pas seulement la presse. Il y a beaucoup d'intrants, il y a beaucoup de matières qu'il faut exploiter. Ce n'est pas seulement l'actualité, ce n'est pas seulement les visites, les audiences du président de la République. Va au-delà.
C'est tous les jours qu'on insulte le président de la République dans des chaînes étrangères, dans des chaînes internationales. Qu'est-ce qu'Inyindu organise comme réplique? Ou il attend subir pour répliquer. Donc, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui. Je ne suis pas en train de m'inventer, mais je n'enverrai jamais travailler à la présidence de la République. Jamais. Pas vraiment avec cette présidence ici. Parce qu'il y a d'abord des gens qui ne comprennent rien, ils pensent tout comprendre, ils sont là, orgueil jusqu'aux oreilles, dépasser même les oreilles. Donc, c'est difficile à ces gens-là d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est eux qui en pâtit. C'est ça le prix à payer quand vous travaillez avec des gens qui ne vous maîtrisent pas. D'abord, il est difficile à cerner le milieu médiatique de Kinshasa. Il n'est pas, je dirais, intégré. Il n'est pas connu. Un chargé de communication du chef de l'État n'est pas être connu. Mais, excusez-moi, je sais que c'est quand même difficile. Je donnerai un exemple de Jean-Marie Kassamba. Il n'était pas chargé de communication du président de la République. Il n'était que chargé de communication d'une entité qui était les 5 chantiers. Mais qui ne connaît pas Jean-Marie Kassamba? Il allait même au-delà de notre imagination. Il partait partout. Et aujourd'hui, l'image qu'il représente aujourd'hui, mais non, même sur le plan média, même sur le plan de la personnalité, vous allez là où on incarcère les journalistes, les noms qu'on vous cite, même les magistrats, ils oublient même que vous avez un président national, ils préfèrent parler avec Jean-Marie Kassamba. Donc, nous avons besoin des gens qui sont à leur place et non des gens qui s'improvisent. Et même quand vous sentez que ça ne va pas, bon, comme il vient en Europe, je pensais peut-être qu'il a cultivé une certaine mentalité ou une culture aussi évoluée, mais il est là, ça ne marche pas, il préfère être là. Bon, pour quel intérêt? On ne sait pas. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je vais accorder la parole à Dou Jésus Bénédou. Oui, moi j'aimerais quand même embrayer. Je crois que le sujet a été suffisamment commenté. Mais j'ai vu votre tweet. Hein. Ben justement, j'en reviendrai, peut-être je parlerai de ça. Oui, malheureusement, je ne ferai pas les procès des news sur ce plateau. Mais je note, je vais faire une toute petite digression par rapport à un tweet que j'ai aussi fait. Je parlais de Bandalungwa, la commune de Bandalungwa. C'est un tweet qui a beaucoup fâché, qui a fait polémique. Lorsque je disais par exemple, toutes les communes sont devenues très sales, sauf la commune de Bandalungwa. Ça suscitait beaucoup de polémiques. Mais pourtant, la réalité est là. Le gouvernement congolais, en principe, devait rétrocéder ou donner au gouvernement provincial de Kinshasa 2 millions de dollars pour l'assainissement de la ville. Figurez-vous, nous entamons pratiquement le 8e mois que cet argent n'arrive pas. Et la conséquence, elle est logique. Lorsque vous vous promenez dans toutes les 24 communes de la RDC, vous allez vous rendre compte que les travaux de salubrité qui se faisaient régulièrement ne s'effectuent plus, sauf à Bandalungwa. Ça, vous êtes journaliste, vous allez descendre sur le terrain. C'est-à-dire les caniveaux ne sont plus curés. À Massina, à Matete, à Lemba, à Ngaba, à Gombe, etc. Il n'y a que Bandalungwa. Et c'est grâce à une fondation, la fondation Godempoï, qui aujourd'hui met de l'argent. met de l'argent à travers la propre poche de ce monsieur philanthrope pour assainir la commune de Bandalungwa. Et ça fait aujourd'hui 2 ans. Et donc, ça crée des polémiques. Pourtant, c'est une réalité. Allez voir à Mangembo, par-ci, par-là, vous verrez qu'il y a effectivement des travaux qui se font aujourd'hui. Et ça, je n'avais pas eu tort de dire. On n'a pas encore récupéré Ils le font, ils le récupèrent. Ils le font, ils le récupèrent. Aller au niveau de Mangembo, aller au niveau de Mama Colonel, etc. Et il y a une autre polémique née de cela. On dit les terrains municipaux de Bandalungwa seraient pris en otage par Godempoï et parce que cela devrait revenir aux entrepreneurs de Bandal pour organiser les activités socioculturelles pendant les grandes vacances. J'ai posé une question. Y a-t-il une loi qui donne le monopole à quelques individus que ce soit pour organiser des activités socioculturelles qu'on appelle communément kermesse? Il n'y en a pas. Et donc, il y a eu une fondation qui a écrit une lettre en bonne et due forme sollicitant introduire les activités socioculturelles de juillet à août. Et cela ne veut pas dire simplement que Godempoï on était capable de voir Francis Kalombo organiser des kermesses. C'est là où je dis,
C'est-à-dire, s'il y a eu certaines têtes qui avaient la possibilité de les organiser, il y a eu une fondation aujourd'hui qui a eu la possibilité d'organiser dans un terrain municipal. Et on dit que ça suscitait polémique, on parle des incohérences des Godin Poyi avec d'autres structures, mais je pose une question, à quel niveau a-t-il faussé? Est-ce qu'il y a une loi au niveau de la commune, au niveau de la ville de Kinshasa, qui octroie, moi je ne citerai pas des individus, mais notez que j'ai été très proche, ou je suis encore proche des Jules Cheke comme les autres, à un certain moment, il a organisé des activités festives pendant les vacances dans la commune de Bandalungwa, voyez-vous. Et donc, c'est celui qui sollicite, lorsque la ville a un interlocuteur sérieux, on accorde le marché à qui on veut avoir. Et d'ailleurs, ce type-là, je le rappelais ici, que par ses activités philanthropiques, il aide beaucoup de jeunes à travers plusieurs formations, à travers tous ceux qui curent les caniveaux, matin, midi et soir. Ce sont des jeunes des Bandalung, des jeunes désœuvrés, des anciens Koulouna, qui font aujourd'hui ce travail-là. Et lorsque le travail au-delà de tout, on a vu, en tout cas, pour la première fois, les caniveaux des Bandalunga on fait ressortir beaucoup d'immondices. Mais justement, en tout cas, on sait au niveau des Mangembo, c'était comment on vivait. Au niveau des Mangembo, je vous serais surpris. Est-ce que vous savez qu'il y a une canalisation juste en bas de la maison communale des Bandalungu, c'est-à-dire en face de la SNEL, juste le macadam en bas, il y a tout un réseau de canalisation qui a été bouché. Et le travail qui est en train d'être fait par cet ASBL de Godin Poyi, c'est justement de curer à partir des Mangembo jusqu'en arriver là et déboucher. Et c'est ça la conséquence qu'il y a des inondations à Bandaka. Est-ce qu'il n'y a pas de visée politique lorsqu'on sait que... Mais c'est ça le problème. On veut tout politiser. Le malheur de ce pays, le malheur de ce pays, c'est qu'on veut tout politiser. Vous savez, lorsqu'on a des gens qui font des activités philanthropiques, moi je n'ai pas des acquaintances avec Guy Luando par exemple, mais ce qu'il a fait en Bandaka, moi j'ai été stupéfait. On va dire qu'il a fait pour des raisons politiques ou bien il a fait pour aider ses compatriotes. Et donc, il faudrait faire la part des choses entre la politique et tout ceci. Je me placer juste un mot sur ce qui se passe avec nos amis de la présidence. Je ne fais pas une fixation sur Freddy Noël Chioyo, etc. Mais je m'aimerais dire ceci. Il y a une sorte de loi, j'ai l'impression, à la présidence, qui s'appuie un peu sur ce que disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. On justifie son incompétence par les autres. Et cela n'est pas une fixation au niveau de la cellule presse ou communication, c'est partout. Moi, je piaffe d'impatience de voir un procès sur François Béa. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici? On nous a dit qu'il y avait tentative de coup d'État. On nous a dit, etc. Mais lorsque certains ont gratté, on nous dit que ce sont des guéguerres des positionnements. C'est ça le problème. Il n'y a pas que le département de la communication. Lorsque le chef de l'État tape les poings sur la table, pour des guéguerres des positionnements, il y a des gens qui pensent que l'enfer, c'est les autres, il faut liquider les autres. Et dans votre titre, vous dites la révolution bouffe ses propres enfants. Effectivement, les amis ont suffisamment commenté sur ça. Nous avions eu l'impression que la révolution a bouffé ses propres enfants parce que, excusez-moi de prendre les cas Kabound, parce que moi, je ne mérite pas faire une fixation sur la cellule de communication. Je n'ai pas des acquaintances avec Kabound, mais je sais au moins que Kabound faisait l'équilibre, parce qu'entre les sérieux, entre les pour et les contre, il y a les sérieux là-dessus. On avait l'impression qu'à un moment donné, Tshisekedi était pris en otage par ce que mon ami appelle le Diassa Diassa. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus pour s'enrichir. Moi, imaginez-vous un jour, j'étais quelque part, on attendait être reçu quelque part. Il y a une dame qui serrait de la présidence qui dit dans sa conversation, j'ai affrété tout un avion. Je ne cite pas la compagnie ici. Ok, les Barzobino la vacances. On a déjà payé autant de millions. Ok, les gars Barzobino boya vacances. Na Grenoble, etc. Il y a des gens qui sont venus vraiment avec le besoin de s'enrichir et repartir. Et tout ceci, ça tombe sur la tête de Tshisekedi. On a assisté à des guerres ici entre Tété Kaboué et les autres, entre Kaméré et les autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On disait que c'est Kaméré qui tuait les gens à la présidence de la République. On dirigeait que c'est François Béa qui bloquait, etc. On a inventé une histoire de coup d'État et puis plus rien. Alors moi, j'aimerais bien qu'on ait une lumière autour de tout ceci. Je pense que l'enfer, ce n'est pas que les autres. Mais l'enfer, c'est soi-même lorsqu'on est coupé des autres. Il faut peut-être dire ça à nous. C'est ce qu'on appelle la guerre de palais. Oui, c'est la guerre des palais, malheureusement. Il ne faudrait pas que le palais devienne une pétaudière, une cour de roi pétau. Il faut que le chef, à un moment donné, ait un œil regardant sur ce qui se passe. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait réduire les trains de vie. Mais je ne suis pas non plus d'accord qu'il faudrait remercier les gens de cette manière-là. Parce que Freddy Noël, c'est un journaliste. Aujourd'hui, dans la presse, il s'est dit qu'il a été chassé. C'est un père des familles. Il s'est dit qu'il a été chassé de la présidence de la République. Et imaginez-vous, c'est une tache d'huile qui risque de rester dans la tête des gens. Alors, ceux qui sont pro-opposition se moquent de lui. Et malheureusement, c'est ça. Et lorsque on chasse des journalistes à quelques mois des élections, regardez, Olive Lembe et Kabila, ils recrutent des journalistes, ils sont à Istanbul. Ils recrutent des journalistes.
Le premier venu est recruté. Regardez Moïse Katumbi, il recrute des journalistes. Freddy Noël Chioyo, je ne pense pas que c'est un journaliste incompétent. Tshisekedi a besoin de ces gens-là. Les remercier comme ça et les présenter devant la face du monde que ce sont des gens, je ne sais pas pourquoi on les a remerciés. On dit que c'est pour réduire les trains de vie. Merci. Mais est-ce que le train de vie n'est que ces 30 Nous journalistes? allons prendre... Je crois que c'est un problème. Voilà, nous allons prendre notre grand dossier du jour. Pénurie de maïs. À Lubumbashi, un sac de maïs passe de 10 $ à plus de 50 $ américains. Une délégation gouvernementale s'était déplacée pour Lubumbashi et Sud-Afrique. Nous prenons ces dossiers et nous allons revenir pour commenter avec nos journalistes qui sont sur ce plateau. RDC, rareté du maïs dans l'espace Katonga et Kasaï. Vital Kamerhe prévoit des rencontres avec le parti prenante. Le ministre de l'économie congolais, Vital Kamerhe, prévoit une rencontre avec la Fédération des entreprises au Congo, FEC en sigle, afin de trouver une solution à la carence du maïs dans l'espace Kasaï et Katonga. Selon la cellule de communication du ministère des Hydrocarbures, c'est pour discuter autour de la question relative au pétrole dans la zone sud soulevée par Vital Kamerhe que la présence du ministre Didier Boudibou est justifiée. Tenant compte de l'impact du carburant dans l'économie nationale, c'est ce qui justifie la présence du ministre des Hydrocarbures dans cette réunion, a écrit la cellule de communication des hydrocarbures. À Lubumbashi, où séjourne une grande délégation du gouvernement congolais composée de plus de 7 ministres pour discuter de la rareté du maïs dans l'espace Katanga et Kasaï. Une rencontre entre cette délégation et la FEC est prévue au cours de cette mission officielle pour étudier la faisabilité qui doivent résoudre cette carence du maïs dans 2 régions du pays. Signalons qu'après Lubumbashi, cette délégation se rendra en Afrique du Sud pour poursuivre leur échange. Nous sommes de retour sur ce plateau. Yves Bouya, vous venez de suivre cet élément. Un sac de maïs à Lubumbashi, lorsqu'on mange le riz, eh bien, le chat va vous dire, je n'ai pas mangé du tout. Donc là-bas, c'est le boukari, c'est le boukari avec le maïs qui s'est fait de plus en plus rare. Un sac de maïs qui coûtait 10 $ passe des 50 $ et la délégation gouvernementale s'est rendue à Lubumbashi pour parler avec la FEC. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de prendre 30 secondes, parce qu'au moins les confrères parlaient, une idée m'est revenue en tête là. Je disais ceci, comme Chioyo venait d'être expédié dans cette cellule de communication de la présidence, il doit maintenant choisir, comme c'est les slogans en vogue ces jours-ci, du bon côté de l'histoire. Il a servi un régime qui lui a complètement donné des gifles et des baffles. Il doit comprendre que il a été du très mauvais côté de l'histoire. Il doit choisir les bons côtés de l'histoire. Il était... ça sera réglé, ne vous inquiétez pas. Il y aura des pourparlers. Moi, je pense que même si on lui recommandait de rentrer à la présidence pour son honneur, je l'ai dit à Chiro qu'il reste grand et ne plus rentrer là-bas. Très bien. Ça a été une pure humiliation qu'il puisse chercher ailleurs. Qu'il puisse comprendre qu'il a été dans les très mauvais côtés. On va pas rester sur Chiro. On continue maintenant. Les dossiers de nos ministres qui ont fait les déplacements au niveau de l'Afrique du Sud, je pense... en passant par Lubumbashi, Zambie, oui, à la recherche des solutions pour le maïs à Lubumbashi et les Kasaï. Pour cette rareté. Je pense que c'est une procédure gouvernementale. Ils ont compris qu'il y a rareté, ils ont compris que les bungas n'existent plus, soit un sac de farine revient maintenant, je pense, à 100 000 francs au niveau de Lubumbashi. Il y a forte rareté au niveau du Kasaï et il fallait trouver une solution palliative pour un peu éviter cette rareté. Pour moi, je trouve que c'est une mesure à court terme. À l'idée où, si on partait aujourd'hui au niveau de la Zambie, de l'Afrique du Sud, pour chercher ces maïs puis entrer,
pour combler ces vides, cette rareté, je pense qu'après avoir comblé cette rareté, il y aura toujours une forte demande. Il y aura toujours une forte demande. Donc il faut des solutions à long terme. Il faut des solutions à long terme. C'est quoi la solution à long terme? Il faut développer les politiques agricoles. Les politiques d'industrialisation du pays. C'est très normal. On va à Lubumbashi, on prend les maïs. Ça serait des stocks qui vont venir ici pour boucher cette pénurie, cette rareté. Et puis par après, ça sera quoi? Il n'y aura plus rien. Et puis s'il y avait ces stocks qui venaient ici, ça fera quoi? Ça va aussi plus encore augmenter les prix des sacs de farine au niveau de Lubumbashi. La solution à long terme, c'est quoi? Il faut, à la limite pour moi, financer ces producteurs de maïs qui vous produisent les maïs au niveau de Lubumbashi, surtout plus au niveau de Lubumbashi et pas au niveau du Kasaï. Parce que si vous allez au niveau de Lubumbashi, vous avez des gens qui vous produisent les maïs. Mais ici, nous sommes à quelques kilomètres des Kanyama-KCC. Et pourquoi ne pas développer la route? J'en viens à Chibassou. Il y a des grands producteurs, il y a des usines à production de maïs au niveau de Lubumbashi, du Katanga, du Grand Katanga. Vous comprenez qu'il y a rareté. C'est ça l'erreur du gouvernement. Vous entrez en contact avec ces producteurs de maïs. Vous discutez avec eux. Vous leur dites c'est quoi les problèmes pour couvrir cette rareté. Qu'est-ce qu'il faut? Si les problèmes se situent au niveau des taxes, parce que les vrais problèmes, c'est au niveau des taxes, c'est plus les taxes. L'État tue l'État. L'État vous augmente des taxes, vous donne des taxes, et c'est des taxes qui asphyxient les opérateurs économiques. Suivez la plupart des discours de certains opérateurs économiques au niveau de la FEC. L'État tue l'État. Si vous allez au niveau de Loufou, au niveau du Congo central ici, tout qui transite au niveau de Loufou, c'est toujours des taxes. Si vous discutez avec ces opérateurs, vous disent, nous produisons. Oui, mais nous sommes butés à tel problème. C'est quoi ces problèmes? Les problèmes, par exemple, de l'électricité, de l'eau, les problèmes des taxes. Les gouvernements, pour y alléger ça. Parce que dans cette délégation, ces membres du gouvernement qui font le déplacement, c'est toute une ossature gouvernementale. J'ai vu les ministres en charge de l'économie, celui du commerce extérieur, celui des hydrocarbures, celui des finances, je pense. Tous ces ont été là. Ils peuvent discuter avec ceux qui produisent les maïs au niveau de Lubumbashi. Et dénicher les ventres mous de ces vrais problèmes. Si vous vous rendez au niveau de la Zambie, vous venez vous discuter. En gros, je vais vous faire une anecdote. Les gens qui ne connaissent pas la Zambie, l'économie zambienne est gérée par Moïse Katumbi. Ah bon? Ben oui. Vous irez en Zambie. Ça va vous pousser à prendre. Vous allez discuter avec un fermier qui est peut-être affilié à Moïse Katumbi. Alors, tu sais qu'il y a... Vous voyez, les gens commencent à vous dire ici. Il y a un volet politique dans cette affaire. Oui, je vous dis. Vous l'attaquez ici, mais là, peut-être, vous allez discuter avec un fermier qui est sous tutelle des Katumbi. Ça, vous ne le saurez peut-être pas. Et quand vous amenez les maïs ici, ça signifie quoi? On va encore nous faire consommer ce que nous ne produisons pas. Nous avons ici Kanyama-KCC, Crispin Chibassou. Qu'est-ce que vous avez fait Kanyama-KCC ici avec le général Kabouik? Non, il y a une forte production, c'était la forte com, il fallait la limite. Les journalistes se sont déplacés. Les gens se sont déplacés. Il y a des hectares. Werrason a livré un concert. Werrason a livré un concert. Il y a des hectares de maïs qui ont été plantés. Des machines. Mais qu'est-ce que ces messieurs-là reçoivent? C'est un peu de moyens qui revient, qui sort d'une ligne budgétaire au niveau de la présidence, pas au niveau du gouvernement. Donc il fallait accroître la production, augmenter l'effectif de Kanyama-KCC pour que Kanyama-KCC puisse aujourd'hui produire plus de maïs. Oui, et vous relancez Kanyama-KCC, dans l'entretemps, l'État tue aussi Kanyama-KCC en faisant ses déplacements vers la Zambie. Ça tue dans l'entretemps Kanyama-KCC. Et ça nous ramène où? Dans la même histoire de ces feuilletons avec les dossiers de Chinchard, poisson. On a vu le président de la République nous dire 6 millions sortis, j'ai trouvé un moyen. Comment alimenter les Congolais? Nous avons les poissons qui meurent de vieillesse au niveau de Tanganyika ici. On n'a pas des bâtons de pêche. On devait plutôt pêcher au niveau de nos lacs ici. Mais on va prendre au niveau de la Namibie pour venir ici. Encore des solutions à court terme. Donc moi je pense que, excusez-moi pour moi, je n'ai rien à voir avec l'équipe gouvernementale qui a fait ses déplacements au niveau de la Zambie. Excusez-moi pour le terme. Pour moi c'était plus du tourisme. Du tourisme, ici, je l'ai dit, on pouvait bien
parler, discuter avec ces producteurs ici, en attendant de développer la politique agricole et industrielle. Donc, pour chuter, ici j'emprunte les mots de J.B. Mpiana, nous avons du gaz et du pétrole, c'est à nous de transformer notre pays. Et si nous transformons notre pays, on saura de nous-mêmes, on saura produire, on saura consommer ce que nous produisons. D'où Jésus, Beledou, vous avez la parole, la même question. Vous avez suivi l'élément, il y a rareté des maïs à Lubumbashi. Que doit-on faire? Oui, mais moi j'ai été très choqué de voir les contextes actuels, économiques actuels du pays, voir une si forte délégation gouvernementale faire le déplacement, faire saigner les trésors. Avec à la tête le VPM Vital Kamerhe. Justement, avec à la tête Vital Kamerhe, faire saigner les trésors publics pour aller voir un commissionnaire sud-africain pour négocier le maïs zambien. Parce qu'en réalité, ce type-là, c'est un commissionnaire, les Sud-Africains que la délégation est allée voir pour la question du maïs en RDC. En fait, ça me rappelle un peu ce ministre de l'économie qui est allé chercher en Amérique les poissons. Vous vous souvenez? Il est allé seul chercher les poissons sans les ministres de pêche et élevage. Est-ce que vous savez que notre ministre actuel de l'agriculture, il se trouve en Italie, pendant qu'il y a une forte délégation conduite par les VPM Économie qui est allée en Zambie ou en Afrique du Sud négocier le marché. Voyez-vous? Et donc, on voit qu'il n'y a pas de sérieux dans tout ça. On nous parle d'un budget de 16 milliards. Il faut qu'on soit réaliste sur ce plateau. Pendant que, pour le mois d'avril, les régies des mobilisations des recettes n'ont pas atteint les assignations. Vous savez que même le chef de l'État a réduit ses voyages. Ça fait un mois, Tshisekedi n'a pas voyagé. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les agents. Il y a une sorte d'accalmie ici. On ne sait pas payer les agents. Ce voyage... Non, mais je vous dis, vérifiez. Parce que oui, mais justement, que le voyage, ça finance, ça se fait saigner le trésor. Mais on voit une forte délégation pour aller chercher le maïs en Zambie. Et encore, que ce maïs dont la délégation gouvernementale est allée chercher, ce n'est pas pour l'ensemble du pays. Mais on ne va pas abandonner la population. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On va pas non, le problème est structurel. Le problème, il est structurel. Oui. Il faut le dire. Oui, mais la pénurie, s'il vous plaît. Dans l'immédiat, s'il vous plaît. Ouais. La pénurie ne concerne pas la République démocratique du Congo. Ça concerne une partie, le Katanga. Mais une partie du Katanga, c'est le Congo. Mais justement. Mais il faut trouver des problèmes, des solutions pérennes. Et si après avoir trouvé des solutions pour le Grand Katanga, et c'est maintenant les Bandundu, on fait quoi? Après une forte délégation, on y va. C'est là où je dis, les problèmes, il faut être structurel. Les problèmes, il n'est pas... Il faut aller avec une forte délégation en Afrique du Sud et puis voir les Zambiens, comment acheter, etc. Il faudrait qu'il y ait une politique globale de choses. Et c'est là où moi je m'en tiens. Parce qu'on risque de tomber dans ce qu'on a vécu avec les ministres de l'économie qui est allé lui-même chercher les chinchards alors qu'il fallait associer les ministères sectoriels pour essayer de décanter la situation. Ça, c'est le premier pan de mon analyse. Le second pan de mon analyse, je pense qu'on nous dit que nous sommes un grand pays, qu'il y a les terres arables. 80% des terres arables. Certains parlent même de 85% des terres arabes. C'est une humiliation. Lui parlait de Katumbi qui contrôle l'économie zambienne, il est responsable de ses propos. Quand on va lui poser la question sur la nationalité de Katumbi, il va tutuber comme d'habitude. Il va chercher des conciliabules. Moi, je n'entre pas dans ça. Mais jusqu'à quand la République démocratique du Congo continuera à s'approvisionner auprès de ses voisins sur ce que nous pouvons produire ici? On aurait entendu qu'il y a 200 000 tonnes de maïs qui seraient bloquées quelque part dans la partie est du pays et que le gouvernement devait simplement tirer attention ou prêter l'oreille aux investisseurs nationaux. Mais on fait la sourde oreille. Pourquoi la RDC ou le gouvernement congolais ne peut pas justement avoir une politique au niveau interne pour desservir les problèmes alimentaires sur l'ensemble du pays? C'est ça le grand problème. Parce que ce n'est pas la première fois. Mais justement, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il y a pénurie. Exactement, ce n'est pas la première fois. Ouais. Et aujourd'hui, même en Zambie, on nous dit qu'il y a une pénurie parce qu'un sac de 25 kilos qui s'est négocié à $3, c'est négocié aujourd'hui à $16. Donc même en Zambie, c'est un problème. Et je crains fort que cette pénurie ne persiste alors que nous subissons déjà des chocs au niveau économique en interne. Et je crains fort que le gouvernement ne puisse pas trouver des solutions efficaces par rapport à cela. Très bien. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait une politique globale des choses.
il faut qu'on arrête de tâtonner. Il ne faut pas amener une forte délégation gouvernementale pour aller négocier avec des commissionnaires. Et je sais que Caméré, Vital Caméré, bon, quand il prendra la parole, il va essayer de trouver des mots pour défendre Caméré. Mais on sait que Caméré... Vital Caméré, c'est quand on sait que Caméré est un très... vieux routier. Il s'est défendu lui-même. S'il vous plaît. On sait que Caméré, en matière d'argent, il a plusieurs tours pour trouver le moyen de sortir, de faire saigner à la caisse de l'État de l'argent. Il ne faudrait pas se fier sur des circonstances pareilles où on fait saigner l'État avec une forte délégation gouvernementale alors qu'on sait que... C'est du cosmétique pour vous. C'est du cosmétique, moi je le pense. Je pense que c'est du cosmétique parce que jusque-là, il n'y a aucune solution probante que le gouvernement nous apporte. Il faut des politiques, pas spectacle, mais des politiques assises pour trouver des solutions durables. Eh bien, Edmond Izuba, Vital Caméré est parti à la recherche de la solution pour approvisionner Lubumbashi et les Dékassai. Oui, on parle, parce que c'est les derniers mots qu'il venait d'utiliser, il faut des politiques, on appelle ça des politiques structurelles. Or, dans notre pays, quand on parle de l'économie, en principe, les gens oublient très vite, hein, parce que nous avons enregistré plusieurs situations dans notre pays, cela fait que nous oublions deux fois, mais on est toujours rattrapé, soit par l'histoire, soit par une crise. Il fallait que Covid-19 frappe le Congolais pour qu'on constate que notre système sanitaire est vraiment déstabilisé au point qu'on manquait même des hôpitaux où loger des malades. Donc aujourd'hui, on est frappé par la crise, qui est donc la crise du maïs. On se rend compte combien le pays était déficitaire. À l'époque de Mabi Mulumba, comme premier commissaire d'État, je pense que c'est dans les années 1988, on parlait déjà des crises exogènes et endogènes. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Que notre économie était dépendante des autres. Ça date, cette situation. Mais pourquoi on ne trouve pas des solutions? Justement parce que l'acteur politique congolais ne change pas. Je parlais ici de la politique structurelle. Ça veut dire un président ou un ministre peut quitter le fauteuil, c'est lui qui le remplace, il continue la procédure. Attendez, Crispin Chibas, je vais en venir. On nous a vanté Bukangalonzo ici. Il suffisait seulement que Matata quitte pour que tout un projet tombe, tout un investissement tombe. On avait des projets de prospérité. Il y avait même les instituts qui préparaient les jeunes qui devraient travailler dans les champs. Les INERA. C'était pratiquement dans toutes les provinces. Allez aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces INERA. Mais aujourd'hui, on veut responsabiliser une personne qui vient d'arriver, qui n'a même pas à peine 3 mois. On dit voilà, c'est lui le problème. Je suis d'accord. La continuité, oui, mais c'est ça. Si nous commençons à réagir comme ça, on ne trouvera pas de solution. On va crier le diable qui vous apporte la lumière. Le diable loge dans les détails. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, on dit, voilà, le gouvernement ne devrait pas se déplacer. Je suis d'accord, parce que le déplacement coûte au trésor public. Mais vous serez d'accord avec moi que l'économie, que le maïs que consomme le Louchois, le Katangé, proviennent notamment d'Afrique du Sud, proviennent de la Zambie. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui qu'il suffit aujourd'hui qu'un des pays frontaliers de la RDC ferme sa frontière pour que la province voisine meure de faim. Je vous parle aujourd'hui de Kananga. J'ai vécu là-bas pendant plus de mois. Vous savez pourquoi Kananga souffre? C'est parce que l'Angola a fermé du côté Kalambambouji et que la route Kalambambouji est non opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. C'est tout, c'est ça la crise à Kananga aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a la sécheresse à Mbujimaï. Vous savez la raison? Il n'y a plus les trains qui quittent Moba pour venir à Mbujimaï. Ce sont des réalités. Mais quand vous arrivez à Mbujimaï, on vous dit qu'il y avait un projet qu'on appelait Nkwadi. Les maïs de Nkwadi, ça ne peut pas nourrir toute la ville. Les maïs de Nkwadi souffrent énormément des intrants. Les maïs de Nkwadi que le président de la République lui-même est allé lancer, la récolte, je crois, 2 ans après, allez voir le projet, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le courant, on n'en parle pas. Donc les gens doivent comprendre que
Les problèmes, en c'est dehors de la guerre qui peut nous tuer, il y a aussi l'économie. L'économie tue plus que la guerre. L'économie, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'utiliser des munitions, on n'a pas besoin d'utiliser les armes, mais vous mourrez de faim de vous-même. Donc il faut faire très attention, c'est une matière très sensible quand un vice-premier ministre se déplace et il atterrit à Lubumbashi, parce que c'était ça le point de chute. Est-ce qu'on a trouvé des solutions? Justement, on veut relancer la production locale. Comment? C'était ça les discours du VPM, Vital Kamerhe et tous les autres ministres. Il est retourné à Lubumbashi justement pour étudier tout le mécanisme pour relancer. Mais quand on cherche une solution à court terme, ce n'est pas aussi mauvais, Yves Bouya. À court terme, c'est pour justement endiguer le problème qui est là, traiter la maladie qui est là. Mais cela ne veut pas dire que la maladie est finie. La maladie est là. Des solutions à long terme, ça vous demande beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie. On doit aussi comprendre, ça c'est facile à comprendre, la transversalité de ce ministère de l'économie. C'est vrai, aujourd'hui on parle de la structure de prix. Vital Kamerhe ne s'est pas comporté comme ces ministres-là qui est allé chercher le poisson ailleurs. Le poisson que personne n'a vu. Mais les maïs vont venir parce que l'État va mettre le moyen. L'État va acheter. Ce n'est pas la première fois que l'État débourse le moyen pour qu'on achète les maïs ailleurs, qu'on nourrisse. Mais les maïs, là, on va acheter, ça sera pour combien de temps? Peut-être c'est pour un mois. Mais après un mois, la même crise reviendra. Et aujourd'hui, on parle de quelle province? On parle du Katanga. On sait quelle est la réputation du président de la République au Katanga. Qui sont du Katanga aujourd'hui? C'est Joseph Kabila, c'est Moïse Katumbi. Et voilà comme Dieu aime bien faire les choses. Il n'y a pas seulement les Katanga, même les Kasaï, la province du chef de l'État est frappée. Donc c'est un problème que nous pouvons résoudre, mais pas tout en étant émotionnel, pas tout en regardant le visage des gens. Moi je connais le problème, notre économie dépend des autres. Et nous, la RDC, nous sommes devenus une entreprise de consommation. Nous ne faisons que consommer. Tous les ministres, le premier ministre qui se sont succédés nous disent la même chose, mais ils n'apportent pas de solution. Donc aujourd'hui, nous achetons tout en dollars et d'ailleurs, parmi les conséquences, il y a la déstabilisation sur le plan des taux. Les gens ne savent pas pourquoi aujourd'hui, même les budgets là, c'est devenu quelque chose de superficiel. C'est devenu aléatoire. Aléatoire, parce qu'on nous parle de 16 milliards. Je suis d'accord, 16 milliards. Mais ils sont là, mais ils ne sont pas là. Parce que tout dépend du dollar. Vous achetez tout en dollars. Ce sont des expats qui vous apportent tout à manger ici. Vous n'avez peut-être pas droit au chapitre. Quand vous voulez revendiquer comme étant ministre, ils savent comment faire chanter le gouvernement. Et c'est ça ce qui a énervé dernièrement le ministre de l'économie qui a dit voilà, ce n'est pas normal. Là-bas, vous achetez avec ce prix. Ici, vous nous vendez plus que ça. Donc, le ministre a estimé qu'à lui seul, il pouvait résoudre le problème. Voilà, il ne faut pas réagir de façon émotionnelle. Il faut associer les autres. C'est au moins 5 ministères qui... Oui, 9 ministères. Voilà. 9. Donc, il faut associer tous ces efforts-là et trouver une solution définitive. Je suis sûr et certain que le président de la République pourrait remplir pour un deuxième mandat. Mais il ne faut pas que ce soit seulement des paroles vaines, que ce soit des paroles vraiment qui vont rester et qui vont concrétiser quelque chose. Mais aujourd'hui, Kinshasa est épargné. Parce que c'est la Zambie, parce que c'est la Tanzanie de l'autre côté. Mais il suffit qu'on nous ferme, parce que les routes d'ailleurs, parce que Mobutu se plaignait à l'époque. Le fait que nos routes nationales n'étaient pas reliées. Les gens ne comprennent pas. Même les maïs qu'on nous vend ici, comment ce n'est pas venu de l'extérieur? C'est ici. Pourquoi c'est cher? Mais c'est cher parce qu'il n'y a pas de route à caractère agricole. C'est cher. Donc, je vous dis... Oui, c'est déjà épargné. C'est déjà épargné, oui. Voilà. Mais c'est toujours cher. Voilà. Si on devait vraiment nous revenir à la réalité du prix, vous allez voir que c'est toujours cher. Mais quand l'État décide d'arranger les routes et de confier... par exemple, certaines responsabilités au privé, vous allez voir que les choses seront alléchées. Et surtout en termes des taxes, là je suis d'accord avec Bouya, l'État doit revoir certaines taxes, en tout cas, qui causent du tort à nos opérateurs économiques. Très bien. Fierté Dinanga. Je vois le brillantissime
Edmo Izuba se battre pour défendre Vital Kamerhe. Non, je parlais du pays. Il a Et parlé donc, du pays quand même, il a parlé des solutions à long terme parlé et à de court Vital. terme. J'en arrive. Je suis en train de dire ceci. Peut-être intelligemment, il a défendu Kamerhe. Oui, c'est un monsieur très intelligent. Il sait où Je il n'ai pas frappe. défendu Vital. Ici, il y a une réalité. C'est quoi la réalité? Nos ministères ont des experts dans toutes les matières possibles. Comment voudriez-vous, pour une question pareille, que 9 ministres se déplacent dans la sissiparité des responsabilités? Les experts n'engagent S'il pas vous le plaît, gouvernement. s'il vous plaît. Oui, surtout en termes de contrat. Ils ont toujours mandat. Non, signer, c'est lui. Ils ont toujours mandat. Je protège. Laissez-moi Edmo Izuba. Donc, les experts ont toujours mandat du ministre des tutelles pour aller négocier. Mais je ne sais pas comprendre cette mission. C'était une négociation? C'était une inspection? Ou c'était un achat? Ce sont des questions qui restent pendantes. Mais ici, nous sommes devant une réalité. Mais on regarde la situation. C'était une On procédure regarde d'achat. la situation des crises. Eh bien, les membres du gouvernement se sont déplacés à masse pour Et ce n'est pas trouver la première fois, en trouver fait. la chimie qu'il faut. Mais pourquoi? Souffrant que je parle, ne me prenez pas mon temps d'antenne. Allez-y. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que le problème est ailleurs? Je vais dire ce que les amis n'ont pas dit ici. Qu'est-ce qu'ils ont pas dit? Le problème du Katanga, c'est Moïse Katumbi. Oh là là. J'en arrive. Katumbi était un gouverneur... Vous voyez Katumbi partout. J'en arrive. Le du Kasaï, c'est Kabila. Je vais démontrer. Ça veut dire que Moïse Katumbi était un gouverneur commerçant. Les mâles, c'est les autres. Le premier, j'en arrive, Edmo souffre. Les premiers vendeurs de maïs, de riz, de sel et tout, c'était Moïse Katumbi. Et donc aujourd'hui... Mais pourquoi ne pas faire la même chose? Parce que Moïse Katumbi n'est plus là. Je donne une réflexion. Allez-y. Monsieur Chibatsu. Allez-y. Donc, cette personne qui a tenu l'économie du Katanga, parce que c'est le premier vendeur, le premier commerçant, aujourd'hui, il se trouve en guette du positionnement politique. Moïse se dit, non, écoutez, je vais fermer mes robinets. Il referme. Et Vital Kamerhe et tous les politiques savent que Moïse tient l'économie du Katanga parce qu'il vend. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une solution palliative pour pouvoir discuter et remédier rapidement à cette situation? Mais c'est ce que Vital Kamerhe est en train d'envisager. Non, lui, il va en Zambie. Mais regarde comment est-ce qu'il va en Zambie d'ailleurs pour discuter avec un cultivateur. Processus d'achat. Yves souffre. Il souffre avec un cultivateur en Zambie. Aujourd'hui, les principes de la continuité des affaires de l'État, parce qu'il a parlé de Bukangalonzo, qui a été une escroquerie. Et ici, il lave pour dire que Matata est parti et Bukangalonzo est tombé. Non! Matata est parti avec Bukangalonzo, c'était son escroquerie avec Joseph Kabila. Ils ont escroqué le peuple congolais. Or, si c'était une bonne action qui irait dans une pérennisation, aujourd'hui, on ne parlait pas de cette pénurie de maïs si Bukangalonzo produisait. Et ce principe de la continuité des affaires de l'État n'a pas régné à cette époque de Bukangalonzo. Et aujourd'hui, nous avons toujours des crises et des crises. Quant aux crises, au lieu de toucher le nez du problème, on prend une ribambelle de ministres, on les met dans l'avion avec leurs équipes, budgétivores, ils partent, ils reviennent. Mais ils sont revenus. Pour quelle solution? Est-ce que c'est une solution qui arrive maintenant ou en long terme? Jusqu'à là, tout tourne. Il faut attendre voir la suite. On attend voir. Le Katanga attend aussi voir où ils ont besoin d'une solution. Mais même si ils achetaient le maïs en Zambie, ils amenaient au Congo, est-ce que vous savez qu'il y aura toujours... Donc pour vous, on doit négocier avec Moïse Katumbi. Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Ici, j'interpelle le gouvernement, mais surtout au président de la République, pour lui dire ceci. Les principes de la continuité des affaires de l'État voudraient qu'on quitte d'homme politique à homme d'État, un homme d'État. Être un homme d'État, c'est poser les actes pérennes qui aideront du jour au lendemain. Quitter dans l'épidermisme. C'est la chose qui tourne avec les acteurs politiques congolais. Et aujourd'hui, nous sommes devant un problème. Il faut trouver des solutions pérennes. Quitter le populisme. Ce que les ministres ont fait, c'est de l'opportunisme. Il faut cultiver, il faut arranger des routes, Voilà. il faut l'interconnexion Ça veut des dire provinces. Ça veut dire qu'ici, il
faut relancer Bukangalonzo. D'où l'utilité Il faut relancer... de 145 territoires. Très bien. Il faut relancer Bukangalonzo. Fermement. Il faut relancer Kanyamakassi. Il faut relancer. Ce n'est pas parce que les besoins s'imposent, mais parce que les besoins sont pérennes. Après, Tshisekedi, ce besoin sera toujours ressenti. Mais parce que le président, cette institution est sacrée, elle doit reporter ses caractères sacrés même après Tshisekedi, pendant que Tshibatu sera président de la République, au moins que ce microcosme fonctionnel fonctionne. C'est une façon de dire. Donc ça veut dire que parler de Mbujimayi, parce que Izouba me dit ici que Mbujimayi c'est le problème de Tshisekedi aussi. Non, je vais vous démontrer. Vous savez que... Je vais juste te poser la question parce que vous liez Katumbi à la crise de... Non, ne répondez pas à la question. question. Je réponds à la question. Ce sont des précisions. Non, il ne vous a pas posé il n'a pas posé, mais je donne l'éclairage. Posez votre analyse. Très bien. Ça veut dire que le problème du Kasaï, c'est le problème de Kabila. Vous êtes journaliste d'investigation, je vais vous dire. Est-ce que vous savez que le seul président d'une nation qui a maudit sa population, son peuple, c'est Joseph Kabila Olive Lembe, lors d'un meeting à Mbujimayi? Parce que la population s'est sentie heurtée, une population qui ne mange pas. La ville ne fonctionne pas. La population réclame, Olive Lembe et Kabila ont dit à la population du Kasaï, après nous, vous allez téter un lait pimenté. Et c'était ce jargon. Et depuis qu'ils sont partis, rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi au pouvoir. J'en arrive. Tshisekedi hérite un système très corrompu. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir sortir le pays dans ce système. Mais maintenant, on a besoin d'hommes d'État. Avec l'économie, on ne ment pas. Hein. On a besoin... C'est rattrapé par... On a besoin des hommes politiques, consciencieux, et qui peuvent apporter une pierre à l'édifice pour le lendemain de la République. Très bien. Nous allons cette fois-ci aborder la problématique des élections, parce que cette année 2023, il y aura élection au mois de décembre. Et l'OIF a été invité par la CENI pour auditer le fichier électoral, mais il y a eu un tollé dans l'opinion publique et l'OIF a décliné cette responsabilité. Suivez. Audit du fichier électoral, l'OIF décline l'offre. Dans une correspondance adressée au président de la centrale électorale, l'Organisation internationale de la francophonie s'est dit être incapable d'auditer le fichier électoral de la République démocratique du Congo. D'après elle, la durée impartie par la CENI les rend très difficiles quant à sa réalisation. Vous avez bien voulu solliciter les concours de l'Organisation internationale de la francophonie pour les déploiements d'une mission exploratoire dans le cadre de l'audit du fichier électoral en amont des élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. La secrétaire générale me charge de vous remercier pour l'intérêt manifesté par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à collaborer avec l'OIF, a écrit le directeur de cabinet de Louise Mushikiwabo à Denis Kadima. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a déployé entre le 23 au 28 avril dernier une mission exploratoire à Kinshasa, au fin d'évaluer les contextes global de préparation et de déroulement du processus électoral et d'identifier les domaines dans lesquels l'OIF apporterait un appui, fait savoir que la durée impartie par la CENI pour l'orientation d'audit externe du fichier électoral du 15 au 20 mai rend difficile la réalisation de cet exercice impossible. Tirant des conséquences de ce qui précède, l'OIF annonce à la CENI qu'elle ne sera malheureusement pas en mesure de répondre favorablement à sa demande visant à l'accompagner dans l'audit du fichier électoral. Depuis quelques jours, la question est au centre de débats et de réflexions entre journalistes, personnalités politiques et membres de la société civile. L'Organisation internationale de la francophonie étant dirigée par une ressortissante du pays agresseur de la RDC, le Rwanda ne pourra pas faire cet audit en toute responsabilité.
Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur ce plateau. C'est déjà l'ambiance de ce journaliste qui analyse l'actualité avec beaucoup de pertinence. Eh bien, nous avons suivi cet élément, l'OIF qui décline l'invitation de la Sénidou, Jésus Mélédou. On s'attendait le moins. On a dit, ben, cette organisation est animée par une Rwandaise. Eh bien, cette délégation n'était pas le bienvenu en RDC. Mais c'est logique. L'OIF est dans une logique de saper les processus en RDC. Vous savez, lorsque vous voyez les sorties médiatiques de Paul Kagame se permet de parler du processus électoral de la RDC avec beaucoup de dédain. Il a fait plusieurs sorties médiatiques. C'est avec raison. Non, ce n'est pas avec raison. C'est avec raison que nous avons refusé. Ben justement, c'est comme, je prends un exemple, c'est comme il y a un processus électoral en Ukraine, mais vous prenez une mission d'observation conduite par un Russe pour donner son avis sur l'audit du fichier électoral. Vous rêvez des bouts. Et donc, Kagame sait très bien que les questions des élections, c'est une question très cruciale en RDC, ça divise, ça embrase même le pays. Et il a une machine qui est l'OIF avec Mushekiyabo, et il le sait pertinemment que lorsque Mushekiyabo donnera son avis, ou l'OIF dans son ensemble sur l'audit du fichier électoral, et si seulement cet audit s'avérait que le rapport de l'OIF s'avérait qu'il y a les fichiers biaisés où il y a beaucoup d'irrégularités, vous savez la suite aura des répercussions sur 2023 et au-delà, et le processus électoral, et on risque d'embraser le pays et faire le jet du Rwanda. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est qu'il faut dire à ceux qui nous suivent qu'il n'y a aucune loi qui contraint à la CENI de faire appel à l'OIF pour auditer les processus électoraux. Mais pourquoi l'éviter? Mais cela a toujours été des traditions parce que les 3 cycles électoraux en RDC, on a fait appel à l'OIF. Vous vous souvenez des 2000? Pour crédibiliser les processus? Non, ça n'a rien à voir seulement avec crédibiliser. Il faudrait un arbitre neutre. Voyez-vous? Et je le répète, il n'y a aucune loi qui oblige à la Commission électorale nationale indépendante de faire appel essentiellement à l'OIF. Par contre, la CENI peut faire appel à l'audit externe comme interne. Et d'ailleurs, en 2018, il y a eu Saka Sangaré qui a été expert de l'Union africaine, qui est venu donner son avis lorsque vous parlez des 6 millions, de lecteurs mineurs, quelque chose comme ça. C'était un avis, c'était une structure crédible. Et donc, il faudrait dire à ceux qui nous suivent que ce n'est pas une fatalité que l'OIF décline l'offre ou pas. Ce n'est pas une fatalité ça n'entache pas la suite. L'opinion congolaise a eu raison. Non, mais il faut le dire. Ouais. Il faut rappeler les contextes dans lesquels nous sommes. Ça, c'est le deuxième contexte point. de guerre. Les contextes de guerre. Ça, c'est le deuxième point. Et je vais chuter par dire ceci. La Commission électorale nationale indépendante, comme elle est structurée aujourd'hui, n'a pas eu assez de temps pour organiser les processus comme un peu l'a eu Nanga. Des fois, moi, j'ai très mal quand je vois Nanga s'agiter dans le média. Lorsque je le vois ruminer, il dit à qui veut l'entendre que... vous voyez, le processus électoral est chaotique. Il s'en va même à prendre les cartes pour critiquer la qualité de cartes, tout en oubliant que la CENI actuelle est en mutualisation avec l'ONIP. La CENI produit la carte d'électeur essentiellement, alors que l'ONIP va nous produire une carte d'identité. Et ça, Nanga s'agite pour rien. Rappelez ici que Nanga a eu 16 mois pour organiser les processus d'enrôlement des électeurs et d'identification. 16 mois, parce qu'elle a bénéficié d'un glissement de 2 ans. Voyez-vous? Mais la CENI actuelle, avec 4 mois seulement, a pu organiser 95% du processus d'enrôlement et d'identification de la population. C'est une prouesse. Et c'est là où on met à nu la mauvaise foi de l'OIF. Lorsque l'OIF vient, il constate qu'avec le maigre moyen, parce que la CENI actuelle, vous savez que utilise vraiment les moyens des bords. Quand on sait que Nicolas Kazadi rend un très mauvais service au président de la République, il faut le dire, parce qu'il ne finance pas le frais d'opération de la CENI. La CENI aujourd'hui accuse près de 4 mois d'arriérés, alors que, mais malgré ça, il y a des prouesses. Cet argent, malgré ça, il y a des prouesses. L'OIF est conscient de cette donne. Le rapport de l'OIF est teinté d'une bonne dose politique des affaires étrangères rwandais pour saper les processus électoraux à la RDC. Voilà pourquoi la CENI a lancé l'audit interne-externe, l'appel à candidature. Et d'ailleurs, il y a, vous avez vu, au niveau interne des structures neutres qui viennent déjà solliciter la mission d'audit en interne. On a vu plusieurs, je ne citerai pas leur nom, pour des raisons de publicité, etc., pour venir solliciter l'audit du fichier interne. Et au niveau externe, il y a la SADC par exemple, il y a l'Union africaine, etc. Ouais. Mais je termine en 30 secondes. 30 secondes. En 30 secondes, j'aimerais terminer en disant ceci.
il ne faut pas que ceux qui viendront au niveau de la CENI aient des structures qui viennent avec des cahiers des charges des politiques. Vous savez, en 2018, on a vu comment Cholet, parce qu'on a vu Cholet faire un jeu de ping-pong, on lui pose des questions simples par vos confrères d'ailleurs de Télé 50. Avec 40 D'où avez-vous eu les 40 smartphones? Il dit non, ça venait d'Afghanistan. Non, ça venait de Ouzbékistan. Non, ça venait... Alors qu'en réalité, c'est Katoumbi. Et ils ont fini par les dévoiler eux-mêmes. Et imaginez-vous un certain Ebotoko qui voulait... Cyril Ebotoko, candidat à la Mouka en 2018. Mais il y a l'élection du président de la CENI, il veut se présenter porté par une confession religieuse que nous connaissons. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers. Lorsqu'on appelle l'appel à la candidature de l'audit du fichier électoral, il ne faudrait pas que la Synco nous ponde des structures qui soutiennent Katoumbi pour venir saper les processus électoraux. C'est là où j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une vigilance parce que la question des élections, c'est une question très cruciale. Merci beaucoup. Edmond Izouba. Merci. Je voulais dire seulement une seule phrase à mon ami d'en face. Encore, on est déjà passé qui a porté à autre chose. La même chemise que vous. Oui, donc, avec l'économie, on ne ment pas. L'économie 15 secondes. nous fait toujours rattraper par la vérité. Non, avec les chiffres. La réalité. Donc, c'est ça. Donc, tout ce qu'on a vu faire, les mouvements et tout ça, dans les jours à venir, peut-être qu'on reviendra sur le même plateau pour en débattre. Je parle de l'OIF. J'allais dire toute honte bu. Ah, Mushikiwabo, Mushikiwabo. Donc, des noms Mushikiwabo, comme ça. c'est Mushikiwabo. Ancien ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame et bras droit, je dirais même bras droit de Paul Kagame. Mushikiwabo, je crois, elle a fait tête pendant l'agression de 2014, 2013, 2012. Et c'était lui, c'était la dame qui parlait en mal du Congo. La même Mushikiwabo, on n'a pas compris comment est-ce qu'elle est arrivée à la tête de l'OIF. La RDC, le plus grand pays francophone aujourd'hui. Parachuté. Voilà. Le Rwanda, là où on parle l'anglais, directement se retrouver là-bas. Et moi, j'ai fait une vidéo pour dénoncer. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je dénonçais. Oui, justement, on dénonçait les pires qui pouvaient arriver à notre pays. Ce n'est pas seulement la guerre, là où ils tuent. Ils voulaient aussi tuer le processus. Ils savent que de ce côté-là, on est des démocrates. Pourquoi l'OIF n'audite pas les fichiers rwandais? Pourquoi? Pourquoi seulement c'est la RDC? Et on sait aujourd'hui l'influence de Paul Kagame dans beaucoup de structures africaines, voire même internationales. Le Rwanda qui est porté et par les Américains, et par la Grande-Bretagne, et par la France. On nous présente le Rwanda aujourd'hui comme le pays qui a atteint la prospérité, le mieux avancé que tous les autres en Afrique. Et je pense de ce côté-là, il n'y a rien de vrai dans ça. Nous savons quel est le travail de Mushikiwabo à l'OIF, quel est le travail de Kagame, exactement avec tous ces Occidentaux derrière, les multinationales. Aujourd'hui, même quand c'est plein pour notre économie, il y en a d'autres qui nous volent. Les minéraux du sang et tout ça, ça passe par l'Ouganda, ça passe par le Rwanda. Mais de l'autre côté, il y en a d'autres qui sont avec nous ici, qui nous vendent, ces opérateurs véreux là, qui des fois ils confisquent les stocks. C'est une forme de nous asphyxier en interne. Donc on doit faire très attention à des structures comme l'OIF. En 2018, moi je dirais, heureusement j'ai couvert, j'ai eu la chance de couvrir la mission de l'OIF. C'était Michael James. Et la mission avait parfaitement fait son travail. Et après, c'était terminé. Je ne pense pas que Joseph Kabila, à son époque, il sait qu'il y a une Mushikiwabo là-bas à la tête de l'OIF et qui vient auditer le fichier. Et qui répond à la CENI? C'est le directeur de cabinet de Mushikiwabo. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de honte. Ils répondent. Non, mais je pense que de ce côté-là, la vigilance. Bravo à l'opinion. Oui. À l'opinion publique congolaise. Et tous les restes de Congo. On a vu la nouvelle société. De l'autre côté, civile maintenant, congolaise. c'est la suite du processus. Ouais. On parle du respect du délai. Parce qu'il y a un délai constitutionnel que la CENI doit respecter. Décembre 2023. Tout à fait. On ne doit pas franchir ces délais.
Et l'ultimatum... Mais la CENI a dit qu'il va organiser des élections. Oui, la CENI a même dit qu'il va respecter le délai Et constitutionnel. on y est. Oui, mais comme Mouzito avait dit, comment concilier le respect du délai constitutionnel et la transparence du processus? Comment le concilier? Parce que, oui, vous avez besoin qu'on respecte les délais, d'accord, on y va, mais pour quelles C'est la élections? même chanson qui revient. Alors, voilà. Donc, même l'opposition qui exige les délais quelque part, elle ne sait pas où elle va. Parce que tout semble maintenant avancer à une vitesse de croisière. Tout ce qu'on disait autour de la CENI, les soupçons, manque d'argent et tout ça, du coup, c'est disparu. On n'attend plus ça, de moins en moins. Et on tend maintenant vers, voilà, après le processus de l'audit, c'est la plus grande opération électorale, audit. Très bien. Et après cet audit, je pense qu'on va faire la convocation du corps électoral. Et c'est là où ça va faire mal. Troisième chose, je vais finir par là. Ça sera mal vu, à mon avis, qu'on parte dans ces élections pendant que le pays est agressé. Ça sera mal vu, à mon avis, qu'on parte dans ces élections sans qu'il y ait la répartition des sièges Là, sur la répartition des sièges. dans les territoires à problème. Parce que comment la CENI d'abord va présenter cette loi? Je me pose la question. Comment la CENI va présenter la loi sur la répartition des sièges? N'oublions pas, à l'époque de Kabila, la guerre est venue nous trouver après l'enrôlement. Mais cette fois-ci, c'est avant l'enrôlement. Vous ne pouvez pas venir enrôler les habitants de Rutshuru à Nyiragongo. Vous ne pouvez pas venir enrôler les habitants de Massissi à Nyiragongo. Et à Nyiragongo, ceux qui sont fuis, qui sont aujourd'hui à Goma. Donc ça crée un déséquilibre du côté répartition des sièges. Donc on doit en tenir compte de beaucoup de paramètres. Moi, j'aurais voulu, en arme d'État, comme... Fierté Dinanga. Fierté, hein, vous portez un joli nom. Comme Fierté l'avait déclaré ici, que le président agisse en homme d'État. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui l'arbitre, l'article, je pense, 68 ou 69. La Constitution lui confère ce pouvoir. Très bien. Il peut se décider, on repousse des élections, on attend la suite. On glisse, on a compris. Oui, on glisse. Alors, Fierté Pour moi, en Dinanga. tout cas, il n'y a pas de mal en ça, au lieu de vouloir créer... Organiser les choses dans la précipitation. Non, c'est moi dans la précipitation, parce qu'il ne faut pas désintéresser cette population-là, du Nord l'Est. Kivu, du processus Donc électoral. ça risque de consacrer la balkanisation. Tout à On fait. a compris, à Fierté Dinanga, on doit glisser. Je commence par cette question pertinente. Il faudrait éclairer la lanterne de ceux que nous suivent. J'adore l'objectivité de mon frère. Donc, la CENI est une structure d'appui à la démocratie et qui est reconnue dans la Constitution, et nous-mêmes, nous avons le devoir de la respecter. Je crois que ça ne sera pas une première fois au Congo qu'il y ait élection pendant qu'un coin n'a pas participé. Il a démontré qu'avec Joseph Kabila, il y a eu enrôlement et la guerre nous a rattrapés. Il a démontré. Par là, je vais dire ceci. Lorsqu'on a peur du mal, on ressent les mal de la peur, dit-on. L'opposition congolaise a clamé pendant plusieurs moments qu'il fallait qu'il y ait la tenue des élections. Parce que pour eux, et pour le commun des mortels, l'élection serait hypothétique au regard de le non-respect de certaines manœuvres par la CENI. Mais la CENI avait dit par son porte-parole, son président, qu'il y aura bel et bien lieu les élections. Et aujourd'hui, il a dit, les choses ont pris une vitesse, mais vraiment une grande vitesse. Où on est rattrapé par les temps. Et maintenant, les gens regardent la réalité liée à l'attaque de l'autre côté, et les temps, les gens changent de langage pour dire qu'il faudrait qu'on repousse. Mais Félix Tshisekedi, en tant qu'homme d'État, en tant qu'une personne issue d'une école de démocrates, il s'est dit les élections auront bel et bien lieu à la date convenue avec la CENI. Maintenant, ça pose problème. Là, je m'interroge personnellement. J'ai dit, mais le peuple congolais, si Tshisekedi avait dit, comme il avait dit dans un discours avec le président français, Macron. voilà, il a dit quelque chose de ce genre-là, pour dire que je ne vois pas comment on irait aux élections avec une partie de la République qui souffre des menaces de nos pays voisins. Je crois que les langues se sont déliées. Le président avait glissé. Mais écoutez,
Aujourd'hui, nous devons faire foi à la CENI. Les éléments relevés par Edmond sont très logiques. La CENI doit nous démontrer, parce que c'est une structure technique, elle doit nous montrer comment elle va procéder à cette répartition des sièges afin de permettre un apaisement dans ce processus électoral. Nous voulons bien qu'il y ait élection. Ça sera quand même une énième fois que les élections se tiennent. Que le cycle électoral sera respecté. Peut-être on peut dire que le peuple congolais a acquis la maturité électorale. Très bien. Donc on ne peut pas rester toujours dans une même histoire où on tourne toujours en rond. Demain ou après-demain, nous aurons à diriger ce pays, mais on va le diriger comment? Tout en état stagnant, en disant que nous n'avons pas d'hommes d'État, nous avons que les hommes politiques, donc nous devons quand même mixer. Voilà, nous allons En tout cas, aller les vite. élections, c'est pour les hommes politiques. On va aller vite, on va aller vite. Non, mais nous devons lutter. Ouais, nous devons vraiment lutter qu'il n'y ait pas les hommes politiques à la même l'élection. question, l'OIF a... Ah ben je n'ai pas parlé de l'OIF. Vous allez répondre. Je vous accorde la parole. On y est un peu vite. L'OIF a décliné. C'est politiquement que l'OIF se retire après avoir envoyé sa délégation. Écoutez, les amis venaient de le dire sur ce plateau, vu le contexte politique qui sévit entre nous et le Rwanda, ça pouvait être, c'était pratiquement impossible d'accepter une délégation venant de l'OIF, gérée par une Rwandaise très liée, de manière patentée et avérée à Paul Kagame. Madame Louise Mushikiwabo, qui a été sa ministre des Affaires étrangères. Donc c'était comme si Madame Louise le Rwanda voulait infiltrer notre processus électoral. Les domaines électoraux nous divisent déjà comme Congolais des souches, si je fallait dire ici à l'interne. Ça nous divise déjà depuis très belle lurette, vous le savez, depuis les années de l'indépendance, ça doit toujours diviser. Et la dernière ici, c'est avec les cas Fayoulou, vérité des urnes, ça divise toujours les Congolais. Et les Congolais ne pouvaient pas admettre, dans leur subconscient, ils sont là, ils ont dans leur tête que, même si ce n'était pas vrai, que cette délégation était venue pas par l'autorisation de Louise Mushikiwabo, mais que c'est Louise Mushikiwabo, une Rwandaise, qui occupe les premiers postes de responsabilité de l'UEF. Disent, le Rwanda, au-delà de la guerre que nous fait le Rwanda veut maintenant s'y dans les processus électoraux. Ça allait sans pour autant réfléchir à 1000 km/h, ça n'allait pas passer. Raison pour laquelle, pendant les journées portes ouvertes organisées par les CENI, les catholiques ont été directs envers M. Denis Kadima, qui a dit que non, avec l'UEF, ça va poser problème. Mais les catholiques lui ont dit, comme ça pose problème, même les catholiques ont reculé. Ils ont dit que les problèmes du Rwanda blessent trop les Congolais. Ils ont du mal de pousser trop loin cette donne rwandaise, les catholiques, que je connais très regardants, très durs, en ce qui concerne les processus électoraux. Ils ont dit à Denis Kadima, trouvez-nous une solution alternative et efficace. Donc vous comprenez que c'est un discours qui dit non, on ne peut pas porter avec le contexte politique qui se vit entre nous et le Rwanda, la donne de l'OIF. C'est ça. Il faut trouver une solution palliative, crédible et efficace. Ouais. Alors là, on ne veut pas être divisé. On veut par contre avancer, mais pas avec l'OIF. Maintenant, c'est là où j'ai dit ici que l'OIF aujourd'hui décline la responsabilité, bien que l'OIF elle-même puisse dire que les temps étaient impartis. On a juste donné 5 jours à ces experts de l'OIF pour auditer les fichiers électoraux. Moi aussi, je me dis ici, comment est-ce qu'en 5 jours, on peut auditer un fichier électoral? C'est pratiquement impossible. En 5 jours, c'est impossible. Sous qu'on ait Inanga, ça nous a coûté 3 semaines pour auditer les fichiers électoraux. Mais en 5 jours, comment est-ce qu'on peut auditer les fichiers électoraux? Alors, comme il faut trouver maintenant une solution palliative, j'ai vu l'appel d'offres lancé par la CENI, mais ici aussi, j'en appelle au bon sens de M. Denis Kadima. C'est pas que quand vous lancez un appel d'offres, et puis après vous voulez tirer des choses survolées. Donc vous dites qu'on veut auditer les fichiers électoraux, nous lançons l'appel d'offres, et que ces marchés-là reviennent à des gens qui sont pro-pouvoir.
C'est là où on avance ça. Parce que j'attends déjà des noms, il y a des noms qui circulent ici, qui sont des experts électoraux. Moi, ce journaliste, j'ai refusé de citer des noms. Voilà, allez-y. J'ai déjà des informations. Il y a des gens. Jésus Belidou a martelé sur le fait qu'il faut pas qu'on puisse savoir. Moi, je ne veux pas que. Katumbi, Non, vous c'est parlez ça. des pros. Oui, moi aussi, que je refuse aussi, après le lancement de cet appel d'offres, après le dépliement des plis, qu'on puisse retrouver des noms des gens qui sont experts électoraux en matière électorale, mais qui sont pro-pouvoir. Parce que moi, j'ai déjà certains noms. On m'a déjà avancé des noms des gens qui vont gérer, qui vont auditer ces fichiers électoraux. J'ai aimé le dire ici, on peut y recourir à l'expertise de la SADC, de l'Union européenne, des Américains, par exemple, avec les centres Carter. Mais on refuse par après ici, après le dépliement des plis, on trouve il y a un certain Jérôme Bonson qui va récupérer, on trouve il y a un certain Bissimo. Ça, je ne confirme pas des noms. Parce que c'est des gens qui ont travaillé en ce qui concerne les processus électoraux. Donc, les processus électoraux, c'est question... Vous citez sont des experts. C'est ce que j'ai dit. C'est des gens que je connais. Mais c'est des gens, on connaît aussi d'où leur cœur. On connaît leurs accointances. Donc, les élections, c'est question de crédibilité, de transparence politique qui engage la souveraineté de tout un peuple, qui engage aussi le développement d'un pays. Si un pays fait face à des mauvaises élections, ça nous pose toujours des problèmes. Donc, il faut mettre toutes les parties prenantes sur une même table, discuter et pour avancer, pour avoir un processus électoral crédible. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore. C'est le cas de le dire avec la marche que l'opposition projette pour le 13. Moïse Katumbi est arrivé à Kinshasa. Le bloc Lubumbashi, c'est prépare déjà. Ben ouais, c'est normal. Après le stade des martyrs, les gens nous disaient qu'il y avait une opposition qui battait de l'aile qui n'était pas organisée. Je voyais mon ami Beledou plusieurs plateaux sur Télé 50. Il me disait Fayou ici, Katumbi là-bas, Matata ici. Comment est-ce que vous allez vous mettre ensemble? Mais ils ont quand même donné une première piste. Ils se sont retrouvés au niveau de Lubumbashi. Ils ont discuté. Ils ont parlé, ils ont fait une déclaration commune, ils ont calé une date, ils ont dit nous allons marcher pas au-delà de ces musiques sentinelles qu'on a retrouvées au stade. Ils ont dit nous allons discuter, marcher pour d'abord la misère, l'insécurité, la souffrance, les questions liées au social. J'ai trouvé que c'était bon. Mais dans cette marche-là, qui puisse aussi comprendre que ce qui a mis en mal les blocs de mais pourquoi les blocs Lubumbashi ne condamnent pas ouvertement l'agression rwandaise? Écoutez, Fayoulou en a plusieurs fois condamné. Matata en a plusieurs fois condamné. Ils vont condamner les jours qui vont arriver. Moi, je ne suis pas le parole de Katumbi. Ils vont condamner. Quand ils parlent de l'insécurité dans l'Est, ils savent, c'est lui qui attise les feux au niveau de l'Est. Très bien. Ils savent. Donc, moi, je pense que vous allez chuter avec ça. Oui. Cette marche-là, je pense qu'ils s'organisent. Ils ont vu le Lubumbashi. Ils se sont encore vus hier, vendredi. J'ai vu les gens dire ici, ils ont fait le déplacement de Lubumbashi à l'appel de Katumbi. Mais ils se sont vus hier, c'était au bureau de Matata. La prochaine rencontre, ça sera peut-être chez Fayou. La Mouka, c'était comme ça. Hein. Écoutez, la Mouka, pour moi, ça devrait disparaître. C'était une plateforme électorale et c'était appelé à disparaître. Nous sommes dans un processus électoral engagé pour 2023. Il faut que les alliances se font puissent aussi se faire. Moi, je suis d'accord que ces blocs-là puissent exister à l'idée où il ne faut pas donner une image à Tshisekedi qu'il est lui-même sur un boulevard. Qu'il roule seul. Cette fois-ci, avec le bloc de Lubumbashi, Tshisekedi, avant de s'engager sur une bande, il va regarder son rétroviseur de gauche tout comme de droite. Très bien. Donc, c'est cette bipolarisation de la classe politique où nous avons un bloc pro-pouvoir et un bloc pro-opposition. Ça doit exister pour la beauté de la démocratie. Très bien. Nous allons accorder 2 minutes à chacun pour conclure parce que là, nous sommes à la fin de notre... D'où Jésus Belidou. Vous avez la parole par rapport à la marche de l'opposition lancée pour les 13. Oui, moi je pense que j'ai toujours dit que l'opposition actuelle, c'est le monstre de Frankenstein. C'est-à-dire celui qui a fabriqué cette opposition-là est décédé, le monstre réapparaît. 100 mètres, il marche comme ça, il fait des catastrophes de gauche à droite, sans objectif. Et donc, c'est une opposition très fragile. La moindre question d'intérêt qui va se présenter demain va les diviser. Voyez-vous? Donc ça, c'est très connu. Mais bon, on accorde les bénéfices des doutes. C'est le rapport des forces à l'aune des élections. Tshisekedi est le premier, si pas le seul candidat ou qui sera candidat
à remplir le stade des martyrs sans être là lui-même. On l'a vu, c'est une démonstration des forces, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est un fait. Et l'opposition s'agit dans tous les sens. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'a pas été là, mais le stade a été très plein. Et je crois que l'opposition veut aussi démontrer que c'est une opposition forte. La capacité de mobilisation. Le bénéfice des doutes, mais quand on sait que cette opposition est très fragile, on l'a vu avec la Mouka, Martin Fayoulou qui s'accapare des efforts des autres, on sait que ça finira très mal avec Katumbi, ça finira très mal avec Muzito d'ailleurs, le courant ne passe pas. Et la question des élections qui s'annonce d'ailleurs, moi j'ai tiré le verre de nez d'Edmond Izouba quand il parlait d'un glissement. C'est ça l'agenda en réalité de l'opposition. L'opposition actuelle ne veut pas des élections. C'est un peu ce qu'on dit en français. Pardon, je chute. Il y a une figure de style en français, oxymoro. Nier pour affirmer davantage, affirmer pour nier davantage. L'opposition marche pour des élections en 2023, alors qu'en réalité, l'agenda, c'est de ne pas avoir des élections pour trouver un glissement et se partager le pouvoir. Merci beaucoup, Edmond Izouba. Mais le problème ici des élections, 2 minutes, on doit comprendre qu'on ne mesure pas les élections pour avoir fait un stade plein. Et surtout quand on est en train de diriger, on doit faire très attention. Vous pouvez faire des stades pleins, mais vous êtes incapable de transposer le même public en électorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime a toujours tendance à être généreux. Non, généreux d'abord vis-à-vis de ses militants. C'est-à-dire donner de moyens, l'argent, le polo. On sait que toutes les matières de visibilité, les outils, ils en ont, ils s'en accaparent même. Mais il se posera un problème de bilan. Parce que l'opposition, l'Union sacrée a fait sa sortie. Une sortie réussie. Et de l'autre côté, la marche, ce que vous avez dit, c'est le 13. Le 13. Oui, l'opposition va aussi démontrer de quoi elle est capable. Mais l'opposition dans notre pays bénéficie toujours d'une dose de compassion de l'opinion. Et je dirais même des indécis. Parce que c'est santé qui change même les votes. Ce n'est pas les gens là qui s'entassent, qui vont au stade, qui votent. Généralement, c'est vraiment une poignée de gens qui y vont. Mais les intellectuels qui regardent à distance, ils apprécient. Donc, de ces côtés-là, vous devez faire très attention. Le président Tshisekedi doit nous dire son bilan et met sur le cœur ce qu'il a fait et ce qu'il lui reste à faire. Et c'est sur base de son bilan que le président de la République sera élu. Donc, il y a d'abord la succession du gouvernement et puis des deux, la gestion, sa propre vision. Aujourd'hui, vous prenez les gens du FCC, vous les mettez sur le plateau, de l'Union sacrée, vous posez la question sur la vision du président de la République. Il ne le maîtrise pas. Donc, je pense que le président de la République doit donner de la matière à cette opposition-là, ne doit pas donner de la matière à cette opposition-là. Sinon, si nous continuons comme ça, avec des promesses non tenues, le président, effectivement, risquerait d'être surpris, comme je vois déjà certains, je dirais pas confrères, mais certains militants appellent déjà Moïse Katumbi le prochain président, pour le prochain 6e président de la République. Merci beaucoup. Voilà. Fierté d'Inanga. Merci. Je commence par l'affaire Mushikiwabo rapidement pour dire que bravo au Vous peuple, avez 2 minutes. Bravo au peuple congolais. Au moins pour une fois. 2 minutes. Au moins pour une fois, ils ont montré au Rwanda que ces derniers n'avaient